Marc Urbain, Angie Coppens, bonjour, vous êtes sur une chaîne qui s'appelle La Voix du Yéti. Nous sommes très heureux de vous rencontrer, Thierry Croix et moi. Comment ça va ? Super, merci. Et vous ? Magnifiquement bien. C'est un peu tôt, j'ai les yeux qui piquent, il fait froid, mais ça va. Oh, c'est le froid, ça. Non, ça va, c'est très très bien. On est très heureux de vous rencontrer. Vous êtes des amis quand même de longue date maintenant de Thierry. On vous suit depuis pas mal de temps. On va parler de pas mal de choses. Vous venez de lancer maintenant, vous faites de l'équi-coaching. Vous avez un endroit magique. On va en parler. On va parler également des HP. On va parler de l'univers du travail, de l'entreprise, du sens qu'on donne à nos actions. On va essayer de parler de tout ça pendant 1 heure et demie. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors, moi je m'appelle Angélique. À la base, j'étais une petite maman au foyer. Et puis quand les enfants ont commencé à grandir, j'ai voulu recommencer à travailler. Donc je travaillais dans une boulangerie parce que moi, ma vie, c'est le contact avec les gens. J'aime beaucoup avoir le contact avec les gens. Et puis voilà, certaines choses dans la vie ont fait qu'on a changé. On avait une petite écurie, une petite infrastructure. Et puis, les choses de la vie ont fait que nous sommes dirigés vers un autre projet sur lequel on va parler. Et donc, voilà. Merci. Donc, Marc, que dire ? J'ai passé une grosse partie de ma vie dans le corporate, dans les ventes et le marketing au niveau international. J'ai fait ça jusqu'il y a quelques années, je dirais une petite dizaine d'années. Licenciement en 2014, j'ai tâté des startups et de fil en aiguille, plusieurs choses ont fait que j'ai fait un burn-out relativement violent en 2019 qui a duré 24 mois, une belle bête à gérer. Et puis voilà, c'est ce qui a un petit peu déclenché ce changement de vie qu'on a eu et cette envie de revenir à des choses plus terriennes, plus en contact avec la nature, les chevaux. Et puis effectivement, même chose qu'Engie, le contact humain était pour moi ce qui avait de plus important. Et ben voilà, la combinaison de tous, on s'est dit tiens, pourquoi ne pas ouvrir un centre où on pourrait tout allier. Engie rêvait d'avoir les chevaux à la maison, ben voilà, on a les chevaux à la maison, on a le poney club, on a tous les chevaux. On peut s'occuper des gens et voilà, le contact humain et voilà, c'est devenu notre vie au quotidien. Vous pouvez nous parler un peu de votre projet ? Je t'en prie. Alors notre projet, ça a été, c'était assez simple. On avait un petit poney club qui tournait bien. C'était une activité complémentaire. On y passait les soirées, les week-ends. On adorait ça, voir des enfants venir, s'épanouir au contact des chevaux. Et puis, quand je suis sorti de mon burn-out, il y a environ 2 ans et demi, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au cerveau, le fonctionnement du cerveau. Ça faisait longtemps qu'on me disait que j'avais un cerveau qui fonctionnait bizarrement. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis fait diagnostiquer. On a découvert que j'étais HP. Ce qui n'est pas ni une bénédiction, ni une tare en soi, c'est juste un mode de fonctionnement différent au niveau du cerveau. On n'est pas plus intelligent que qui que ce soit d'autre, c'est simplement un mode de fonctionnement au niveau cérébral. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui au quotidien doit se gérer, c'est pas facile à gérer au quotidien, parce que le monde n'est pas fait pour les HP. Et du coup, ben voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas, comme j'avais fait mon burn-out, tout mélangé, mais on s'est dit, tiens, en discutant avec une psy, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas justement s'occuper des psys, des HP. On pourrait s'occuper des psys. On pourrait s'occuper aussi, je pense qu'ils en ont tout autant besoin que nous, ils sont humains. Et on s'est dit, tiens, on pourrait trouver une solution, et en cherchant, on est tombé sur l'équi-coaching, on a fait la formation, et c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant pour les HP, mais pas que. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on a commencé à monter le projet, et on voulait racheter une petite infrastructure. Et là, on a racheté une grosse infrastructure. Elle n'est pas très grande. Hein. Non, elle n'est pas très grande, non. Donc, on a racheté une grosse infrastructure dans laquelle on va pouvoir accueillir des sociétés. On a commencé déjà,
Et voilà, on accueille des sociétés avec des équipes qui sont parfois avec des problèmes de communication, des problèmes de cohésion, parfois des éléments perturbateurs où on ne sait pas trop ce qui se passe et on se dit tiens, où est le problème? Et ça, c'est ça qui est magique, c'est que les chevaux vont nous aider justement à trouver d'où viennent réellement les problèmes en ayant ce retour à la terre, ce retour à l'essentiel, à soi, cette fameuse caisse de sens dont tout le monde parle. Avec le cheval, c'est beaucoup plus facile. Le cheval est très très basique dans sa manière d'approcher les choses, très factuel. Maintenant, moi, je voulais juste revenir au début de notre histoire. Il faut savoir qu'on a 3 enfants ensemble. Marc, 2 enfants, moi, une fille. Et ma fille, elle a tous les 10 possibles et inimaginables. Donc c'est vrai qu'on a ramé, bien ramé pendant des années, parce que la vie fait que c'est quelque chose qui n'est pas géré dans les écoles. Et donc on a travaillé, et elle est passionnée de chevaux. Et c'est elle qui nous a beaucoup dirigés vers les chevaux. Moi, j'étais cavalière depuis toute jeune. Mais c'est vrai que de son problème, c'est d'ailleurs l'école qui a fait en sorte qu'elle commence l'équitation pour pouvoir trouver, elle, comment dire, elle n'arrivait pas, elle n'est pas sûre d'elle, elle a trouvé son ikigai. Son centre d'intérêt, Ça, oui, mais c'était aussi pour prendre confiance en elle et qu'elle n'a toujours pas, mais voilà, c'était pour l'aider qu'on a commencé le Pony Games et compagnie, l'équitation. Et de fil en aiguille, on est rentré dans une écurie où la dame qui avait l'écurie a eu un gros problème de santé, je me suis beaucoup plus investie, et puis c'est vrai que maintenant, Émilie, notre fille, elle fait l'IFAPME pour gestion manège. Et voilà, c'est aussi en gros le burn-out de Marc, mais les mêmes problèmes. Au final, je suis aussi 10, mais je l'ai découvert par ma fille, parce que à notre âge, c'était quelque chose, on n'en parlait pas du tout. Maintenant, ça commence à devenir un peu dans les écoles, un peu plus... on en parle, on met des choses en place. Mais c'est encore très compliqué. Et donc c'est vrai que notre projet, il vient de la part de Marc par rapport à ce qu'il a eu, mais c'est Émilie qui a ouvert aussi la porte à notre projet. Donc votre projet, il s'appelle comment? On vous trouve où? Qui sont les personnes qui peuvent venir vous voir? Comment? Alors le projet, en fait... Il est relativement large et varié. On a différentes activités. Donc, nous, on est basé à Grandlay, donc c'est un tout petit village dans la ville de Gembloux. On a la ferme en soi, dans laquelle on dispense des cours d'équitation et on a des pensions pour chevaux. Donc ça, c'était l'activité de base, je dirais, sur laquelle on avait réfléchi tout au début. L'équi-coaching s'est greffé dessus avec le temps. C'est rigolo parce que c'est pas un projet qui s'est fait sur un claquement de doigts. On dit toujours dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'est jamais un hasard. Et en fait, tout s'est mis en place un petit peu, je vais pas dire sans qu'on le veuille, parce qu'on l'a monté, mais c'est vraiment un truc où on se dit, ah mais tiens, oui, c'est cool, bah, si on a fait ça, bah, on va faire ça, et puis on va faire ça. Et puis pour finir, bah là, voilà, d'un passe-temps où Engie avait un cheval quand je l'ai rencontré, et là maintenant on se retrouve à gérer 75 chevaux au quotidien, des chevaux en pension, on a un gros agenda de cours toutes les semaines avec des enfants. Le Bibi Club commence à 3 ans et demi, on a des cavaliers qui ont, je pense maintenant, aux alentours de 70 ans, donc on a une fourchette de cavalières qui est très très large. Et puis on a tout ce côté équi-coaching qui a été développé maintenant. On vient de lancer le site internet il y a 2 jours, où là c'est vraiment un côté un petit peu double. On a tout le côté effectivement perso-humain, où on veut aider les gens. C'est aussi bien pour Engie que pour moi, et Manon et Amélie qui travaillent avec nous, ce côté de vouloir aider les gens à aller mieux. Donc ça, c'est très très important. Mais moi aussi, de mon passé dans le corporate, où je me suis rendu compte que certaines sociétés vivent totalement dans un espèce de monde parallèle où on pense que
que tout peut se faire, que tout va grandir, que la croissance est sans fin. Et on se dit, ok les gars, mais vous savez que cette croissance, elle est générée par des humains. Ces humains ne vont pas toujours bien. Et le problème qu'il y a dans ces sociétés, c'est qu'on masque l'humain. La performance est le numéro 1. Et ça, moi, c'est vraiment mon dada maintenant, c'est de ramener les sociétés à construire des équipes où l'humain est le numéro 1. Si on s'occupe de l'humain, la performance viendra. Si on ne mise que sur la performance, on va perdre l'humain. Et j'en suis la preuve vivante, c'est qu'une fois qu'on perd l'humain, il n'y a plus rien. On peut tirer la corde, on peut tirer les rideaux, c'est fini. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'on se dit, c'est pas grave. Il est en burn-out, écoute, c'est pas grave, il est en burn-out pendant X temps, c'est pas grave, il va revenir, on va mettre quelqu'un d'autre à la place. Les gens ne se rendent pas compte dans cette société à quel point l'humain, le relationnel, la construction de relations, de la confiance, bâtir la confiance sur le long terme, à quel point c'est important. Et du coup, on a développé tout un modèle autour de ça, sur la confiance, sur le leadership, sur le fait que les gens puissent être eux-mêmes, y compris dans le corporate. Parce que moi, je suis la preuve vivante. Moi, je n'ai jamais changé qui j'étais, même dans le corporate. Et on a construit des trucs de dingue en entreprise, dans des entreprises qui étaient connues pour être super carrées, mais on l'a fait. Et c'est possible. Tu prêches un convaincu, donc on rentre justement dans votre regard sur le monde de l'entreprise, le monde de l'extérieur, à l'extérieur de votre ferme. Je rencontre des clients comme toi où on tombe sur des personnes encore éclairées et qui se disent, c'est ce que tu viens de dire, hein, l'argent et les moyens, les résultats. Le résultat, finalement, c'est le résultat d'efforts humains et d'un effort collectif qui tend vers une mission. On oublie souvent la réelle mission de l'entreprise. Maintenant, tes burn-out, tes cas difficiles, etc., est-ce que la plupart du temps, je peux me tromper, hein, c'est pas un peu justement les entreprises dont les directions sont hermétiques à ce genre de discours qui devraient le faire? Je pense que, en analysant la situation, entre les deux, j'ai fait des missions d'entreprise, j'ai été dans des très très gros groupes. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le médical, et donc j'ai fait des missions dans le médical, dans des sociétés à plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Ce que je remarque, c'est qu'elles ont tout un point commun, c'est qu'il y a le discours et il y a la réalité. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une espèce de structure qui se met en place, où chacun se couvre l'un l'autre. En fait, on parle souvent d'une espèce de matrice comme ça, les sociétés matricielles, mais c'est assez rigolo, c'est que pour moi, on est vraiment comme dans Matrix, en fait. En fait, il y a le monde de l'entreprise au quotidien, et il y a le vrai monde. Quand moi, je discute avec les employés, il y a un discours qui est totalement double. Il y a le discours qui est devant la direction, et il y a le discours entre eux, comme dans toutes les entreprises. Ce qu'il faut, c'est que ce discours entre eux puisse devenir le discours de l'entreprise. Et l'entreprise, je trouve que par rapport à ça, il y a un gros souci, c'est que l'entreprise veut obligatoirement avoir une attitude descendante. On décide et on fait descendre. On n'écoute pas ce que les gens ont à dire. Et c'est ça qui est bien avec l'Equicoaching, c'est qu'en une fois, les esprits s'ouvrent. Les super leaders qui viennent chez nous, quand ils viennent, ils sont persuadés d'avoir leurs équipes en main, ils viennent et ils se prennent une claque. Ils se prennent une claque parce que là, ils se rendent compte, grâce au cheval, qu'en fait, ils n'ont pas du tout leur équipe en main et que leur équipe n'est plus du tout dans le mood, que l'équipe veut autre chose. Et en donnant et en redonnant le pouvoir aux équipes, il y aura moyen de construire des entreprises qui seront beaucoup plus efficaces en interne et donc également en externe. Et c'est ça que nous on veut faire, c'est redonner le pouvoir, permettre aux gens de se déconnecter pour mieux se reconnecter. Le but n'est pas de rentrer dans un monde de bisounours et de se dire « Ah oui, on va faire un petit peu comme dans toutes les grandes boîtes, à mettre un kicker. » Non, c'est pas ça. Les gens, ils recherchent autre chose aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est être bien ensemble, construire des choses ensemble, être responsabilisés. Ça, c'est ce que les gens veulent. C'est ce que les gens nous demandent. Alors, j'ai une question parce que, du coup, Equicoaching, alors j'entends bien le truc, mais pourquoi un cheval, pas un chien, un hamster, un chat pourquoi, qu'est-ce que le cheval a tellement particulier quelle capacité il a? Alors, c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'on pourrait faire ça avec n'importe quel animal. On connaît
la capacité qu'ont les chiens, les chats, effectivement, de calmer les gens, de calmer les angoisses. Le cheval a des capacités extrasensorielles qui sont impressionnantes, mais vraiment très impressionnantes. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a cette capacité de ressentir les émotions. Le cheval, c'est la personne la plus apte à faire ce genre de choses, mais puissance 1000. En fait, le cheval est une proie, et donc automatiquement, pour se protéger de ses prédateurs, il a développé des capacités extrasensorielles qui lui permettent de communiquer. Les chevaux ne parlent pas, enfin en tout cas pas les nôtres. Ils ont développé des capacités extrasensorielles qui leur permettent de discuter entre eux. Ce qui veut dire que dès qu'un cheval au sein du troupeau, parce que le cheval est un animal de troupeau, dès qu'au sein du troupeau, un cheval ressent un danger, quel qu'il soit, il arrive à communiquer avec les autres chevaux. Et donc ils ont développé ça au fil du temps. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant qui remonte vraiment à la genèse du cheval. Et c'est ce que nous on utilise en réalité en équicoaching. Donc c'est très simple, on connecte la personne avec le cheval, la personne est connectée, et le gros avantage du cheval aussi, en dehors de ses capacités extrasensorielles où le cheval est capable de sentir les battements, les pulsations cardiaques et la tension de l'humain, parfois à plusieurs mètres, ce que nous on va utiliser, c'est surtout l'instantanéité. Donc en coaching, moi je fais du coaching sans cheval, on pose des questions, on creuse certains sujets, et puis on dit tiens, mais oui, mais il y a 5 minutes il a dit ça. Oui, mais c'était il y a 5 minutes. La personne n'y est plus. La personne n'est plus dans ce sentiment. Donc on ressent quelque chose à un moment X, 5 minutes plus tard on se dit ah oui, mais il y a 5 minutes il s'est passé ça. Le cheval lui va le détecter ou tenter. Ça veut dire que quand on pose des questions, et c'est ça qui change aussi entre le coaching et l'équicoaching, le coaching c'est souvent une discussion où on pose des questions et on avance, et on avance, et on avance. Dans l'équicoaching, parfois on arrête la personne, on la cale net. Elle est occupée à expliquer quelque chose et on lui dit là il y a un truc, là il y a une émotion. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? À ce moment précis. Pourquoi? Parce qu'on a vu, au moment où il y a l'émotion, le cheval, il a pris l'émotion au tenté. Et c'est pas une question de secondes, c'est une question de millisecondes. Au moment, on a des exemples, mais on en a chaque fois qu'on fait un équicoaching, on a un moment de grâce où la personne pense quelque chose et à ce moment-là, le cheval réagit. Et à ce moment-là, on peut utiliser le cheval miroir, parce que c'est ça en fait ce qui se passe avec le coaché, c'est que le cheval devient le miroir du coaché. Et la prise de conscience qui se passe au niveau de l'équicoaching, c'est qu'on va justement utiliser le cheval comme effet miroir en disant au coaché, regarde ce qui se passe. Quand quelqu'un qui se prétend être un leader vient chez nous et dit, voilà, moi je sais gérer des équipes et ce genre de choses, qu'on lui demande de faire quelque chose et que le cheval se barre en courant, il y a quelque chose qui se passe dans la tête du leader. Et là on lui demande, qu'est-ce que tu ressens toi? Tu viens chez toi, on demande à un enfant de 3 ans de prendre le cheval, il prend la corde, il prend le cheval, il part avec. Toi, tu viens, tu veux prendre le cheval se barre en courant. Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens vers quelqu'un et que cette personne se barre en courant? Qui sont les personnes qui viennent, j'ai envie de dire, je vais reformuler, dans quel état émotionnel sont les personnes qui font la démarche de travailler là-dessus? Parce que j'entends parfaitement ce que tu dis, c'est parfaitement logique, ce que vous faites là est tout à fait légitime, mais seulement ces personnes vont vivre des recadrages oui. Dans le réel, donc dans l'expérience, et le fait de le vivre dans l'expérience, on n'est plus dans la pensée, donc forcément on l'intègre beaucoup mieux, et ça c'est parfait. Ce recadrage va avoir pour effet de remettre en perspective leur quotidien dans leur environnement. Et tu sais comme moi, qu'en coaching, on prend toujours soin de l'écologie, de l'écosystème, oui. Le changement dans l'environnement. Je prends une équipe, et tu me parles de leaders qui vont réaliser qu'en fait ce sont des leaders qui sont un peu pas assez dans l'écoute et pas assez finalement dans l'égrégore et beaucoup trop dans un côté descendant. Et qu'est-ce qu'ils font après, quand ils repartent dans leur environnement, là où ils deviennent, soit ils deviennent, dans ce que j'entends, et je partage ce que tu dis, mais je vais entendre ton point de vue, ils deviennent inadaptés à leur environnement de base, ils vont devoir réagir. Donc, qui sont les personnes qui viennent et comment font-elles ensuite pour s'adapter à leur environnement ou modifier leur environnement? Généralement, tu as quoi comme expérience depuis que vous avez commencé? Alors, il y a la théorie, il y a la pratique, et puis il y a je vais dire, il y a ce qui est souhaitable et ce qui serait l'idéal. L'idéal, ce serait qu'on puisse avoir toute la hiérarchie.
de la tête de la société jusqu'aux employés. Bon, évidemment, là, ça commence à faire beaucoup de monde. Mais il est un fait certain que si on fait un changement, tu parles d'écosystème, c'est tout à fait ça. Si on change un élément d'un écosystème, pourquoi est-ce qu'on parle d'un écosystème? C'est que tout changement à droite a un impact sur la gauche. Ça, c'est comme ça la nature. Et dans une société, c'est exactement la même chose. Où il y a rejet. Où il y a rejet de l'écosystème. Où il y a rejet, tout à fait. Et c'est ce qui se passe maintenant avec le fameux Big Quit un petit peu partout dans le monde. C'est les gens qui disent « Time, j'arrête. Je ne veux plus participer à ce système. J'en sors. » Donc automatiquement, et c'est un petit peu ce que nous on a fait aussi. Nous, ce qu'on a fait, c'est pas qu'on est sorti du système. En fait, ce qu'il y avait, c'est que nous, à des niveaux différents, puisqu'on n'a pas du tout la même vie, on est mariés, mais on n'a pas du tout la même trajectoire, on n'a pas du tout le même vécu, mais on a la même envie, la même mission de vie. On a des missions de vie qui sont fort communes. Ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui viennent chez nous, mais si on change effectivement une équipe, ce qu'on peut faire, c'est que si on regarde une société au niveau matriciel, on va avoir beaucoup d'équipes l'une à côté de l'autre. On peut changer une équipe, mais cette équipe fera toujours partie d'un système. Donc là, ça va être très compliqué. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est si on arrive à changer une équipe et qu'on arrive à la changer et la rendre très performante, là, les gens vont se dire « Ah, là, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est assez particulier. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avec les autres équipes ?» Maintenant, les changements au niveau... Tu veux la rendre performante ou tu veux la rendre efficiente? Parce que le mot performance, parfois, me fait peur. Quand ils viennent, tu veux pas qu'il soit performant. La performance est une conséquence. Pour moi, la conséquence du bien-être, c'est la performance. Si on tape sur la tête de quelqu'un tous les matins en lui disant « tu dois être performant », il sera jamais performant. Par contre, si on arrive à élever le niveau des gens et si on arrive à leur faire prendre conscience de leurs valeurs et qu'on arrive à mettre en eux une confiance bilatérale entre la direction et les employés, et qu'en fait, il n'y ait plus de direction. En fait, on devient une équipe. Moi, j'ai été patron d'équipe internationale, j'ai jamais été le patron. J'ai jamais été le patron. J'ai toujours fait partie de l'équipe. Pour moi, ça a toujours été très important d'être dans la boue, dans la tranchée, avec les équipes. C'était pour moi la seule manière de fonctionner. Et c'est ça qui crée la confiance. Une fois qu'on crée la confiance, on crée automatiquement l'autonomie. Une fois qu'on crée l'autonomie, on crée la performance. Mais ce que tu vas ramener, donc j'essaie vraiment de me mettre dans les baskets, dans les bottes de cette équipe qui se reconnecte à un moment donné à l'essentiel. Je pense que mettre des bottes et rentrer dans de la boue, déjà, tu te reconnectes. Tu quittes ta voiture climatisée, ton bâtiment climatisé, tes petites chaussures en cuir, où il y a pas de saison, tu te reconnectes. Tu ralentis, donc tu te reconnectes aussi à l'émotion, et avec tes collègues, tu vis un moment merveilleux. Oui. Et ça, forcément, c'est quelque chose que tu vas réemployer. Quand tu vas repartir dans ta voiture, tu vas avoir une envie, c'est de retrouver ton équipe le lendemain et te dire pourquoi on ne ferait pas ça au quotidien. Et ensuite, il y a la claque, parce que il y a le pourquoi on fait ça. Et quand tu as le pourquoi on fait ça, je vois, je reçois généralement les vœux de fin d'année de plein d'entreprises, leurs résultats, leurs chiffres, et le pourquoi, il est pas jojo. C'est on a fait X% de croissance, qui, pourquoi, on t'a fait quoi de ta croissance, ce sens-là, le big quit, c'est ça que tu dis. Et donc, comment ils gèrent ça? Comment tu fais après? Comment tu gères ça? Comment ton équipe, à un moment donné, soit j'ai le sentiment, je me dis, soit on vit un moment génial et alors on se fait une grosse dépression et alors il faut qu'on fasse comme vous, soit on survit dans cette entreprise et on devient le virus. Tu vois, c'est peut-être un manichéen ce que je te dis là. C'est comme le chien de Atelier 180 qu'on avait interviewé, qui a passé 15 jours en pleine nature où on ouvrait la tente, il se barrait tous les jours et qui a fait une déprime en revenant parce qu'il retournait dans une maison où c'était plus le cas. Mais les réactions peuvent être diverses. Puis il y a des gens, est-ce que les gens ont envie de changer? Moi, je pense que le gros point fort de la déconnexion, c'est qu'on va les toucher l'émotionnel. Avec le cheval, on va aller lire l'inconscient de la personne. Le cheval va lire l'inconscient. Et cette personne, en fait, elle va découvrir des choses sur elle-même qu'elle a probablement enfouies trop longtemps parce qu'on lui a dit que c'était pas bien. Comme les émotions. Tu dois être fort. Tu dois être fort. Tu dois pas être faible. Les drivers, sois fort, fais plaisir. La performance, il faut arriver aux chiffres et tout. Oui, ok, mais bon, la croissance infinie, si des gens y croient encore, bon voilà, bref. Il faut effectivement se reconnecter à soi.
Et cette reconnexion à soi, effectivement, elle peut avoir des avantages et des inconvénients. Moi, je pense que ce qui est important, c'est dans les entreprises, et je pense que les entreprises qui sont extrêmement performantes ont réussi à mettre ça. Quand je parle de la performance, on va plutôt parler d'efficience. Je reviens sur ta différence entre la performance et l'efficience. Oui. Moi, je pense qu'on peut plutôt parler d'efficience. Elles vont autoriser justement les émotions à faire partie du quotidien. Et les gens qui n'y croient pas, je trouve ça très dommage parce que l'émotion, c'est la base de la vie. Le contact humain, c'est la base de la vie. Et si on n'arrive pas à créer du contact humain, on n'arrive pas à créer de confiance. Et là, tous autant qu'on peut être sur Terre, à qui on va acheter quelque chose qui est important? À quelqu'un en qui on a confiance. On a tous ce sentiment. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'on nous demande de refouler ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement de ramener de l'humain dans les entreprises, de ramener cette importance de confiance individuelle, que les gens aient confiance en eux. Et ça, c'est quelque chose qui se gagne justement avec ce qu'on appelle la congruence. C'est-à-dire, je suis à la bonne place au bon moment et je fais quelque chose qui est totalement en alignement avec mes valeurs. Et ça, c'est ce que le cheval va permettre d'amener. C'est cet alignement entre le cerveau, le cœur et le corps. Une fois qu'on a trouvé cet alignement, on nous a traités de cinglés. Enfin, moi, j'ai plus de 50 ans. On a quitté le confort d'une maison qu'on avait, qui était une maison de dingue. On a revendu notre maison en moins de 7 mois. On a vendu notre maison hyper confort pour se retrouver, grosso modo, là maintenant avec l'automne, avec les pieds dans la boue, à devoir se lever à pas d'heure pour aller s'occuper des chevaux et autres. Oui, et en fait, pour nous, c'est pas une contrainte. Pour nous, c'est la vie. C'est notre vie, c'est une vie qu'on a choisie. Et une fois qu'on a choisi les choses et qu'on est aligné avec ça, quels que soient les obstacles, et Dieu sait si on en a pour le moment, parce que voilà, c'est une ferme, il y a des travaux, quand il gèle, c'est pas tiens, on va mettre un petit radiateur et tout. Non, c'est des centaines de mètres de ligne d'eau. Quand ça gèle, donc on doit couper l'eau. Donc c'est du chipotage. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que je comprends bien l'idée de se reconnecter, de se rendre compte est-ce que je suis à la bonne place. J'imagine qu'une boîte qui envoie des équipes en difficulté, parce qu'il y a un manque d'efficience, est-ce qu'il n'y a pas le risque que toute ton équipe revienne en disant « En fait, on ne veut plus travailler là ». Alors, j'y ai pensé tout à l'heure quand Steve posait la question. Je pense qu'il y a un risque. Mais je pense que si le risque est déjà là maintenant, si ça claque pas maintenant avec les chevaux, ça claquera d'ici 1 an avec autre chose. La question, c'est pourquoi finalement on veut plus et comment on peut réparer la chose. Je crois aussi, dans ce que tu dis, Marc, c'est que pour poursuivre également des leaders, tu as pas mal de leaders qui eux-mêmes sont pris dans un système, qui ont des objectifs, mais qui ont de très très bonnes idées. Bien sûr. Le gros problème n'est pas tout le temps au niveau des leaders. Moi, je me rends compte que c'est au niveau de la chaîne de direction, la chaîne de distribution. Donc, d'après Milsberg, tu vois, le middle management. Tu vois, c'est vraiment là que des personnes atteignent parfois leur seuil de compétence, veulent faire plaisir ou être forts, mais n'ont pas les moyens, parce que l'école de management, très peu de managers pratiquent l'école de management, et de toute façon, je suis pas convaincu qu'elle soit efficiente. C'est l'expérience, c'est le savoir-vivre. C'est être un bon manager, être un bon leader, être un bon gestionnaire, c'est être un bon humain. C'est l'humain. Et c'est un humain qui gère son stress, qui arrive à gérer ses objectifs, etc. Et ça, je le comprends. Et donc, le problème, il est là. Globalement, il est régulièrement là. Et quand une entreprise met des moyens, on ouvre une boîte de Pandore, mais on peut en ressortir avec quelque chose de neuf. Je partage. J'en viens à Engie. Toi, tu as quand même vécu un milieu qui était moins le milieu du corporate dans ton parcours. Comment tu vois le Marc que tu as connu, qui venait du corporate, son mode de fonctionnement, tous ces gens qui prennent leur voiture dans leurs embouteillages et qui vont dans ces tours d'ivoire. Quel est ton regard à toi sur Marc et sur tous ces gens tous ces névrosés? C'est fou. Mais ils ont beaucoup de courage. Oui, c'est comment je les vois. Ben moi, je suis bien le matin, me lever. Alors oui, peut-être tôt. Mais il faut le vivre. Il faut venir une fois aux écuries le matin quand tu arrives et que tu ouvres la porte des écuries, que tu as tous les chevaux qui t'attendent pour manger et qui t'ennuient pas. Ils sont là, ils sont tranquillous, ils t'acclament parce qu'ils sont super contents de te voir. Et tu les entends manger, c'est paisible. Moi, je dis tous les gens qui prennent leur voiture le matin,
probablement plus tôt que moi rentrer dans mon écurie, je dis qu'ils doivent changer. C'est ce que Marc a fait. Toi, tu as vu son évolution. Ah, c'est sûr. Tu as connu le burn-out. Tu as vu... on est tous, quand on a été marqué comme ça, on répare quelque chose. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu aussi ce que tu as vu de Marc et comment tu as vu cette évolution-là, parce que c'est pas neutre ce qui se passe là. De ton regard à toi. J'ai vu, quand moi j'ai rencontré Marc, c'était un homme, il est toujours fort, mais fort, qui était dans une toute grosse boîte, qui dirigeait beaucoup de monde. C'était très très gai parce que il était humain avec les gens avec qui il travaillait. D'ailleurs, on a encore beaucoup de contacts avec ces gens-là et tout le monde regrette la période, cette fameuse période. Après, oui, il a été licencié. Ça, c'était la bonne claque parce qu'il se pensait indispensable dans la société, mais malheureusement, dans la société maintenant, plus personne n'est indispensable. Ça, c'est, Et là, il est vraiment descendu très très bas, très bas. Moi, je travaillais dans la boulangerie. Je savais jamais comment j'allais le retrouver le soir quand je rentrais parce que c'était compliqué. Et puis, au fur et à mesure, c'est pas moi, je pense pas que quelqu'un ait pu faire quelque chose pour lui. Je crois que c'est lui, sa force. Il a réussi à remonter, mais totalement différent. Alors, c'était plus du tout le Marc, on y va dans les grosses boîtes et tout. Ça, il ne voulait plus en entendre parler. Et pourtant, il est retourné dans des boîtes en consultance, mais il a très vite compris que c'était fini, ça, pour lui. Et maintenant, comme il se dit si bien, il aime bien être le fermier à la maison, sur le chauffeur, le Manitou. Mais oui, non, il a fort changé. Je pense que le burn-out l'a beaucoup, je vais pas dire aidé, mais je pense que c'est un mal pour finalement faire un pas vers autre chose. Et maintenant, sa vie, c'est vouloir aider les autres, justement pour que ça ne leur arrive pas. Marc, on travaille depuis des années, on voue nos heures. Le travail, on échange du temps de liberté contre des moyens, mais dans des entreprises, et c'est surtout sur le pourquoi on fait les choses qui est important. On est outillé, on est suroutillé de tout un tas de choses qui nous permettent... On sait qu'on a de grands pouvoirs, qui induisent de grandes responsabilités, comme disait l'oncle de Spider-Man. Oncle Ben, si tu nous entends. Mais j'aimerais bien que tu nous parles un peu justement de ce passage où tu répares quelque chose, aujourd'hui aussi. On est en réparation. C'est quoi ton regard sur ce que tu vois aujourd'hui du monde de l'entreprise? C'est quoi ton regard sur... parce que il n'y a que l'entreprise qui peut changer le monde. C'est l'entreprise qui le fait, c'est elle qui a les moyens de le faire, elle le fait, elle construit le monde aujourd'hui. Comment tu vois ça aujourd'hui? Alors pour moi c'est nécessaire, les entreprises sont nécessaires et voilà, il faut l'innovation, il faut plein de choses et autres. Mais je pense qu'il ne faut pas le faire à l'encontre de l'humain. Et ça pour moi ça a toujours été le plus important. J'ai encore eu des contacts cette semaine avec des collègues avec lesquels je ne travaille plus, des anciens collègues avec lesquels j'ai pu travailler depuis 10 ans. C'est comme si je les avais quittés hier. Et ça a pour moi toujours été le plus important, c'est de garder l'humain au centre de tout et de rester humain. Pour moi, ça a toujours été la base. Et quand je vois des sociétés où tout est d'une certaine façon déshumanisé, où voilà, il faut que, on doit. Oui, mais la vie, c'est pas il faut, on doit, c'est... Ok, il y a des urgences, il y a des impératifs, on est bien d'accord, mais on a tous à la maison une femme, un mari, des enfants, des problèmes, voilà. Et tout démarre de là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, effectivement, c'est ce que je dis souvent aux gens, je dis, voilà, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. C'est pas grave, on va le construire. Et on le construit au quotidien, et on construit quelque chose où les gens vont être bien. Et je pense que la plus belle des récompenses qu'on ait pour le moment, en dehors de l'équi-coaching, c'est quand les gens viennent chez nous, ils se disent « C'est zen chez vous, on est bien ». Bah oui,
Moi, je comprends pas les gens qui ont des chevaux, qui ont des écuries où c'est du stress en permanence. Je comprends pas. Avant le projet, tu étais déjà zen dans ton travail de manager. Tu te considérais Non. Non. Je suis pas quelqu'un de zen. Tu peux nous raconter un peu Je confirme, il est pas zen du tout. Non, je suis pas quelqu'un de zen. Hein. Tu peux nous raconter un peu ces moments-là et puis le déclencheur et puis comment toi tu as vécu cette transformation pour en arriver maintenant où tu en es. On est où? On est à quel moment? Mais je pense que c'est par rapport, si je reviens à la question de Thierry tout à l'heure, c'est justement ça, c'est que je voyais, avec le temps qui passait, je voyais que je me défaisais totalement, enfin je n'arrivais plus à être dans ce moule. En fait, je dis tout le temps, par rapport aux sociétés, et j'en discute souvent avec les managers ou avec les employés, la plupart des sociétés tiennent les gens occupés. On blinde les agendas. On va mettre... Bon, time is money. Mais c'est pire que ça. Je pense qu'en fait, on transforme les gens en hamsters en leur blindant leurs agendas pour qu'ils n'aient plus le temps de penser. De par mon mode de fonctionnement, moi j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin de penser. C'est-à-dire que je devais, quand je rentrais du bureau, c'était mon petit plaisir tous les jours. Je rentrais du bureau, je travaillais sur Bruxelles. Je pouvais travailler en télétravail. J'étais un des premiers à promouvoir le télétravail dans la société il y a 25 ans. Mais moi, je voulais aller au bureau. Je voulais aller au bureau, je voulais être avec mes équipes. Et surtout, je voulais avoir un sas de décompression le matin entre la maison pour me mettre dans le mood du boulot. Mais je voulais aussi, quand je revenais, pouvoir avoir un sas de décompression pour revenir du boulot et être dans un autre monde à la maison. C'était pas tous les jours facile, mais j'avais ce sas de décompression, la voiture, la musique. Un monde un peu schizophrène finalement. Parce que si on doit décompresser, si on a besoin de ce temps-là... En fait, oui, c'est ça. Et c'est là que je me suis rendu compte, effectivement, et moi j'étais dans une société qui était vraiment à taille humaine, on n'était pas beaucoup, on était 8000 dans le monde, donc c'était pas non plus une énorme société, mais on travaillait dans le cancer du sein, donc voilà, j'avais une mission de vie à mon niveau qui était vraiment claire, c'était vraiment sauver des vies, et j'ai fait ça pendant des années. Mais ce que je me suis rendu compte, avec le temps qui passait et ce corporate qui devenait de plus en plus un carcan, c'est qu'en fait, les journées étaient blindées de réunions pour empêcher les gens de réfléchir. En fait, d'une certaine façon, on remplit tellement les agendas que les gens n'ont même plus le temps de discuter entre eux. Les pauses café où on peut aller se retrouver à la machine à café et débriefer d'un truc ou l'autre, c'est fini. C'est fini. Effectivement, comme tu disais, time is money, donc automatiquement, oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et quand on fait des team building, parce qu'on organise des team building aussi en entreprise pour faire des trucs un petit peu moins, c'est pas que c'est moins structuré, mais il n'y a pas on a un problème, comment on va y apporter une solution. C'est plus, venez des enfants. Un team building. On va faire un team building, on va amener les gens, on va les mettre dans un environnement qui est totalement différent de ce qu'ils ont l'habitude de connaître, avec des chevaux, parfois avec des bottes, les pieds un petit peu dans la boue et autres, mais surtout au contact des chevaux pour voir comment l'équipe interagit et les sortir de leur monde. Alors oui, parfois il y aura des réactions, et parfois les gens vont se dire « Ah mais moi c'est ça que j'ai envie de faire et je me casse ». Ok, mais si les gens ne l'avaient pas fait, ils auraient fait autre chose, ils auraient fait un burn-out ou ce genre de choses. Le but, à notre niveau, c'est que mon burn-out, clairement, je pense qu'on l'a pas vu arriver. Je pense que c'est une petite glissade, c'est un petit peu le... Quelles sont les prémices de ton burn-out pour les gens qui nous écoutent se dire, tiens, ah mais là, je suis là. Moi, je pense que le burn-out, les prémices que moi j'ai eues, c'était un changement radical, mais pas radical du jour au lendemain, mais un changement radical blanc-noir dans plein de choses, dans une direction ou dans l'autre. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est très calme, qui devient subitement très nerveux, et moi, c'était plutôt l'inverse. Moi, je suis quelqu'un d'épidermique, je suis quelqu'un de très très nerveux,
même si là j'ai l'air d'être super zen. Je suis dans le fond très très nerveux parce que je suis quelqu'un de perfectionniste, je veux que les choses tournent. Je suis obsédé par le process. Donc pour moi, un process doit... Voilà, si le process ne fonctionne pas, qu'on perd du temps, il faut qu'on trouve un truc pour s'économiser, ne pas se fatiguer. Voilà. L'efficience. L'efficience. Et là, en fait, pendant mon burn-out, les prémices du burn-out, c'est que j'en avais plus rien à faire de rien. En fait. Tu te déconnectais, tu te détachais, apathique. Tu perdais aussi de l'émotion dans le privé. Tout. Rien, plus rien, il n'y avait plus rien. Pour toi, de ce que tu as observé quoi quand des amis venaient, etc. Ah, mais il n'y a plus personne qui venait. Ils ne voulaient plus. Ouais, c'est ça, c'était vraiment se déconnecter de tout le monde, Tout à fait. plus d'énergie. Je ne sais pas ce que tu mets sur plus d'énergie. De la fatigue. C'est même plus de l'énergie. Même sortir du lit, c'était... Une dépression. Moi, ce que je dis tout le temps pour le burn-out, ça a été... pas une date de fin, une date de début, hein, mais une espèce de vide abyssal. Et c'est vraiment un vide abyssal. Et cette obligation de se dire « Ah merde !» C'est dur de respirer quand même. Vraiment, c'est se dire « Il faut que je respire ». Parce que même ça devient... un effort surhumain en fait. Et ça, c'est justement là où je me suis dit, il faut pas que les gens tombent là-dedans. Et la culpabilité, on en parle? Sur le moment même, maintenant, avec le recul, oui. Sur le moment même, aucune culpabilité. On ne se rend compte de rien. On est dans un monde parallèle. On est dans un monde où... Mais l'image de toi à ce moment-là, c'est quoi? Ah, plus rien. Plus rien? Plus rien, parce que le truc qu'il y a, c'est que tout est dur, tout est difficile, c'est un truc... c'est hallucinant. Et alors, évidemment, c'est pas que ça me fait rire, mais c'est quand les gens me disent « Mais non, j'ai fait un burn-out. Ça a duré combien de temps? 3 semaines ?» Ouais, Oui, on n'est pas sur le burn-out. T'as un petit coup de mou, quoi. T'as un petit coup de fatigue, comme tout le monde peut en avoir, c'est normal. Une personne qui ne sait pas ce qu'est un burn-out peut très vite se dire « Tiens, je fais une dépression, je me sens pas bien. » Ouais. On diagnostique trop vite aussi, on met trop vite le mot burn-out. Mais non, c'est le fourre-tout, hein, ah oui, c'est le burn-out. Mais non, le burn-out, c'est vraiment un vide absolu. Moi, j'ai beaucoup lu sur le burn-out, je me suis connecté à beaucoup de psy et de spécialistes du burn-out parce que tu voulais comprendre. Bah évidemment, le truc qu'il y a, c'est que bon, moi évidemment je cumulais puisque je faisais un burn-out et en plus étant HP, bah, c'est très très compliqué parce que quand on discute avec des gens, les gens comprennent pas le mode de fonctionnement HP, c'est très très complexe en soi et donc tout s'additionne. Donc j'ai voulu, bah, je vais dire d'une certaine façon, trouver mes propres recettes pour moi me sortir de là parce que le truc qu'il y a, c'est qu'on cogite tout le temps et qu'on essaye quand même d'une certaine façon de s'en sortir. Parce que voilà, il y a l'épouse à la maison, on voit bien qu'elle est pas bien. Oui, NJ justement. Les enfants, c'est l'horreur, quoi. Tu es avec un mari qui a plein d'énergie. Qui prend une place dans la maison. Qui prend une place de dingue, qui va à Bruxelles, qui a ses équipes, qui n'arrête jamais d'en parler. Il ramène le travail dans sa tête de toute façon. Voilà, ce type, il est intenable. Et tout d'un coup, il se passe ça. Comment, toi, tu vis les choses parce que tu dois te sentir en insécurité à ce moment-là? Mais ça, j'ai quand même assez... je sais pas si on peut dire une force de caractère, mais je crois que c'est ça. Et voilà, je me suis dit, bon, alors moi, burn-out, alors je l'ai vécu de par Marc, mais dépression, tout ça, c'est quelque chose, c'est pas dans mon vocabulaire. Voilà, je suis comme ça, j'ai toujours dû me battre. Étant jeune, donc voilà, et donc j'ai continué, je ne vais pas dire ma petite vie tranquillou, ça c'est pas du tout. Ma force a été mon boulot. Ça c'est justement de pouvoir continuer à avoir le contact. Ce qui a été très compliqué, c'est la gestion des enfants, parce que les enfants ne comprenaient pas pourquoi papa il se lève pas, pourquoi, enfin... Ils avaient quel âge là, à ce moment-là? Oh ben, ils étaient déjà quand même relativement âgés. Oui. 119, donc
16, 17 pour les filles. Ouais, non, c'est... Mais bon, ça reste compliqué parce que pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Le modèle. C'est ça, et puis finalement, je vais dire qu'on est passé à travers, on a géré les enfants et moi comme on pouvait. Toi, tu t'es sentie aussi soulagée ou bien plutôt inquiète au moment où il lâche par rapport à son boulot, par rapport à sa vie corporate? Un peu des deux. Parce que soulagée, parce que on voyait que c'était pas plus sa vie. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai rencontré Marc, il dormait avec son téléphone allumé en dessous de son sommier. Et que la nuit, il se réveillait, il chipotait il répondait parce qu'il travaillait avec des pays où, voilà, c'est la journée, c'était la nuit pour nous. Et donc soulagé parce que justement, il lâchait un peu tout ça. Mais en même temps, en se disant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut continuer à vivre, il faut payer la maison, enfin, il y a tout ça. Et toutes ces inquiétudes, tu voulais pas lui partager trop non plus, parce que tu voyais bien que c'était pas le moment. De toute façon, il n'entendait pas. Il n'entendait pas. Et voilà, c'était comme ça. On s'en est sorti et grandi, moi je trouve. On a appris plein de choses. Mais on arrive à ça alors. Quel a été Parce qu'on a aussi une somme de déclencheurs comme ça qui nous ramène qui nous réanime. J'ai un ami comme ça dont j'ai fait l'interview qui était en burn-out et qui, à un moment donné, va se relever de son sofa et va commencer à refaire des pralines pour lui, pour passer son après-midi. Et maintenant, il est chocolatier et c'est un excellent artisan chocolatier. C'est comme... N'hésitez pas à aller manger du C'est comme chocolat. Comment t'as fait, toi? C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton retour? Moi, le retour, ça a été les chevaux. C'était vraiment le truc où le seul endroit où je voulais encore aller, c'était à la ferme, voir les chevaux. Y aller parce que tes enfants y étaient? Non. Ah non. On aviez la ferme et tu allais passer ton temps là-bas. On avait un petit poney club avec 12 ou 13 chevaux. Et il venait m'aider le matin, avant que j'aille à la boulangerie, il venait m'aider à faire les box. Et ça l'a... Stimulé. Ça l'a reboosté, restimulé. Et il a redémarré. Et il promenait le chien aussi. Il a commencé à faire tous les jours. Qu'il faisait plus, il prenait la voiture, il allait... mais c'était nature. Il voulait plus être enfermé dans un bureau, il voulait plus... prendre sa voiture comme ça tous les matins, faire de la route et... C'est ton cerveau qui est vraiment un peu comme la cuite au ricard ou tu vois, le dégoût, il ne le laisse plus jamais, quoi. Ouais. D'ailleurs, ne reprenez pas de l'eau le matin après une cuite au ricard, sinon c'est reparti pour un tour. Ne reprends pas ta voiture le matin pour repartir à Bruxelles. Mais ça, et le fait aussi de... C'est pour ça que le choix du Trillembort, donc le Trillembort, c'est le lieu-dit où on a acheté la ferme. Le Trillembort, ça a été comme une évidence en fait. On a été visiter plein de centres. Parce qu'on a commencé à regarder pour acheter il y a maintenant, ça va faire 2 ans. Et pour la petite histoire, c'est assez impressionnant je parlais tout à l'heure de congruence, d'alignement. On a cherché pendant 1 an. On trouvait rien. C'était toujours trop ceci, trop cela. Quand vous cherchiez, vous avez déjà le projet en tête. Ah là, oui, là, tu te remettais dans un aller vers, mais tu te dis, c'est ça que je veux faire, je veux aider les gens comme moi à remonter, à se reconnecter. Entre-temps, j'ai signé un contrat avec une société parisienne où j'ai commencé à faire du coaching, des bilans de compétences et autres. Donc déjà, tout de suite dans l'aide aux gens qui sont je vais dire... un petit peu les fesses entre 2 chaises, c'est vraiment de se dire aider les gens à y voir plus clair dans leur vie. Comme moi j'avais été perdu, et de pouvoir justement aider les gens à redescendre en température, d'être un petit peu moins dans leur tête, peut-être un petit peu plus dans leur cœur, et de se dire ok, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et c'est souvent ce que je dis aux gens quand je les coach, je leur dis mais qu'est-ce que tu veux faire qui va vraiment te faire kiffer? Est-ce que tu as envie d'avoir un boulot alimentaire, ou est-ce que tu veux faire un truc qui va te faire kiffer pour le reste de ta vie? Quelle que soit la société, mais qu'est-ce que tu veux faire? Pas où. On s'en fout de la boîte. C'est après ça. C'est ça, la boîte, c'est après. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais surtout, qu'est-ce que tu ne veux plus faire? Parce que c'est souvent ça aussi la question. Moi, j'ai discuté il n'y a pas tellement longtemps,
il se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui a bossé la moitié de sa vie, et il est plus âgé que moi. Il a bossé la moitié de sa vie dans un très très gros groupe. Voilà, maintenant c'est terminé. Il se posait la question, quelle est ma valeur ? Impressionnant. Un leader comme j'en ai rarement vu, quelqu'un d'hyper humain qui me demandait, Marco, quelle est ma valeur ? Qu'est-ce que je vaux en dehors de cette boîte ? Mais je dis, mais tu vaux plus en dehors de cette boîte que ce que tu valais à l'intérieur. Donc voilà, maintenant je sais qu'il a retrouvé un nouveau challenge en moins de 2 mois, donc voilà, il est reparti et tout. Mais les premières questions, c'est vraiment cette question de valeur. Il faut que les gens se rendent compte de la valeur qu'ils ont et qu'ils se posent les bonnes questions. Moi, le coaching, pour moi, c'était du pipeau il y a quelques années. Parce que moi, j'étais dans le moule et quand voilà, j'étais dans une machine, on avance et tout. On est fort et on n'a pas besoin. Mais on n'a pas besoin. Les coachs, c'est pour les chochottes. Et non, c'est pas du tout ça. Le truc qu'il y a, c'est que de temps en temps, il faut que quelqu'un vienne pour nous poser les bonnes questions. Pourquoi ? Parce que nous, on nous empêche de nous les poser. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, on nous tient tellement occupés du matin au soir avec des emails, des bazars, des bidules. Moi, je trouve que le droit à la déconnexion, c'est quelque chose qui était, mais vraiment, un gros progrès dans la vie. Je me permets de refaire un recadrage parce que je disais aussi déconnexion, mais je prends une importance capitale à dire dans le droit à la reconnexion. Bien sûr. Quand on est dans nos mails, quand on est dans le réseau, on est déconnecté de nous-mêmes et donc il faut surtout reprendre le langage. En fait, on est déconnecté dans nos entreprises dans un rythme trop haut. Bien sûr. On ne peut se reconnecter que dans un rythme plus bas. Bien sûr. Mais on revient alors maintenant à toi. Tu avais déjà pris ce contrat avec cette boîte parisienne qui te permet de renouer avec le sens et de réparer un peu, de revenir dedans. Et puis vous cherchez cette ferme et tu parles de cette congruence, cet alignement. À un moment donné, tu tombes sur cette ferme. Qu'est-ce qui se passe ? Mais on connaissait la ferme et honnêtement, c'était beaucoup trop gros. Enfin, c'était un truc. Je vais dire, c'est des fermes. On reprend ça quand on est le fils du fermier, quoi. Mais il faut. Enfin, honnêtement, mais clairement, les gens nous ont dit, mais vous êtes cinglés. Même encore maintenant, hein. Les gens viennent chez nous, ils nous disent, on vous admire, hein. Et enfin, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'est pas Mère Teresa, ni les gens. On vous admire parce qu'on ne se rend pas. Enfin, on n'imagine même pas ce que vous devez vivre au quotidien, de passer d'une vie calme, confortable. Enfin voilà. Avec tout se passe bien dans la maison et tout, du jour au lendemain, où on tombe dans un truc où c'est... Mais on va y venir sur ce quotidien. Comment ? Donc, au moment où tu visites la ferme, il se passe quoi ? Moi, j'aimerais bien que vous racontez-nous. C'est ici. En fait, c'est ce que je disais. Vous arrivez à deux ? Comment vous êtes arrivé par la ferme ? Comment vous savez qu'elle va être vendue ? Mais c'est le propriétaire qui a pris contact avec moi, Ouais. qui m'a appelé. Mais moi, je vis toujours très dans mon monde de bisounours et j'ai dit, Marc, c'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce qu'il essaye de m'appeler 2-3 fois et nous, on était en vacances et j'ai dit, bon, ok, je vais le rappeler. Et il me dit, ouais, vous cherchez toujours ? Et oui. J'ai quelque chose pour vous. J'ai trouvé quelque chose pour vous. Ok. Et moi, dans mon petit monde de bisounours, j'ai dit, Marc, je comprends pas. Et Marc, il me dit, c'est leur ferme. Mais j'ai dit, mais non, jamais. C'est un truc familial. Jamais ils vont vendre. Tu les connais, eux, tu les connaissais ? On les connaissait du milieu équestre. Oui. On faisait des concours ensemble. On a eu l'opportunité, 2 ans d'affilée, de faire des concours chez eux de Pony Games. Et donc, j'ai dit non, c'est pas ça. Mais voilà, rendez-vous, je pense, 3 jours après l'appel. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit, bon, on suppose que vous avez compris. Non. En fait, voilà, c'est le train en bord. Ok. Et là, on est sortis. Et je pense que tous les deux, on s'est dit, c'est très gros, mais c'est ça. Parce que y avait tout ce qui... Ça répondait à tout, ça cochait toutes les cases. Mis à part la taille. Ouais, la taille. Ça, on s'est dit, wow. Mais voilà, pour le reste, la manière dont c'est mis, c'est un endroit magique, hein, quand on arrive, Et donc là, vous êtes dans la perspective, vous vous projetez, et puis arrive la signature, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, au moment où c'est signé, il y a le deuxième effet qui se coule, où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait ? T'as eu ça ou pas ? Non. Mais est-ce qu'on réalise encore ? En fait, c'est assez rigolo. Déjà C'est assez rigolo que tu poses la question parce que hier soir, on est rentré à la maison.
On a été manger avec des amis et en rentrant à la maison, bon là c'est assez grand. On longeait les prairies parce qu'on doit longer les prairies avant d'arriver à la ferme. Et en longeant les prairies, je disais encore à NJ, je ne réalise encore même pas maintenant qu'en fait ce soit à nous une chose, mais surtout qu'on ait réussi à mettre en place un tel projet aussi vite avec une mission derrière, parce que c'est pas le fait d'acheter une maison où on va être bien et tout, c'est vraiment penser au sens large du terme, et pourtant, de nouveau, hein, on est diamétralement opposés, mais quand on fait les choses à deux, les choses ont tendance à se goupiller d'une manière qui est limite trop belle pour être vraie. Et là, on a réussi à déménager en moins de 7 mois, parce que la première discussion, c'était janvier 2023. On a déménagé fin août 2023, donc il s'est écoulé 7 mois. En 7 mois, on a vendu notre maison, on a monté un dossier financier avec les banques. Faut même pas me demander comment ce dossier est passé, on a toujours du mal à y croire. Où on a déménagé notre poney club. 80% de nos cavaliers nous ont suivis. On a fait le merge des 2 poney clubs. Tout s'est bien passé en interne avec les propriétaires de chevaux qui étaient déjà là, les autres cavaliers qui se sont rajoutés. Tout roule, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Entre-temps, on a déjà lancé le site internet pour l'Equicoaching. On a rencontré une Equicoach qui s'est associée à nous et on forme maintenant une équipe de 4 coachs pour pouvoir prendre en charge des équipes de tailles diverses. Bon, bah, c'est cool, tout se passe bien. Est-ce qu'il n'y a pas ce petit moment quand même où il y a dans le coin de la tête, il y a une petite voix qui fait « Elle est où l'embrouille ?» Tu sais, quand tout roule, que tout a l'air de s'aligner, que tout fonctionne, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui te dit « Ok, il est où ?» Non, mais tout roule, mais il y a quand même... Ouais, c'est sport, hein. C'est sport, ça reste une vieille ferme qui... Je sais même pas de quelle année... Voilà, le bâtiment doit avoir plus de 200 ans. Hein. Et donc, le cœur du bâtiment, là où nous on habite, c'est 200 ans. Donc voilà, avec les températures actuelles... On bat des records de température dans la maison. Les travaux sont prévus pour 2024, mais voilà, c'est pas le fun au quotidien, le super fun au quotidien. Il y a des jours où on se dit, on était quand même bien dans l'autre maison. Mais vous êtes heureux. Mais en fait, on se dit, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est l'objectif pour nous qui compte. L'objectif, on a cette capacité à deux à se projeter, nous deux, et on embarque les équipes avec nous à se projeter dans un futur où on se dit, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Et puis voir les enfants arriver le soir pour leur petit cours, c'est avec un grand sourire, ou recevoir des messages en disant aux parents, il est malade, mais il voudrait vraiment venir, mais il est en pleurs parce qu'il ne peut pas venir voir les chevaux, venir vous voir. Mais c'est magique. Oui, tout à fait. J'ai le sentiment que vous travaillez peut-être autant, voire plus qu'avant, plus. mais que ce travail vous ressource. C'est plus un travail qui te vide. C'est pas un travail. C'est ça. C'est pas un travail. C'est pas un travail. À la base, une ferme, c'est du 7/7. Hein. C'est vraiment du 7/7. On a la chance d'avoir des équipes. On a notre fille qui travaille avec nous. Enfin, la fille d'Engie, 17 ans qu'elle habite avec moi, donc c'est ma fille. D'une certaine façon. Et c'est clair qu'on a de la chance là, notamment pour le moment, mais elle s'occupe de la ferme pendant que nous on est ici. Mais c'est vrai que c'est du 7/7. Maintenant, voilà, on prend des petits jours de congé à droite à gauche, mais effectivement, on a je pense qu'on a cette chance d'habiter dans un monde qui est magique. C'est vraiment magique comme monde. Est-ce que ça rejoint un peu ce dicton qui disait plutôt que de trouver tes vacances pour éviter un boulot que tu n'aimes pas, trouve un boulot, tu n'auras plus jamais de vacances? Bon, je pense que des vacances, on va quand même continuer à s'en caler un petit peu, mais c'est clair que aujourd'hui on est monté à la capitale, quoi. Voilà, ça résume un peu la situation. Ah oui, aujourd'hui c'est une journée... Voilà, on va passer la journée à Bruxelles aujourd'hui, on y est, on va y rester, on va aller faire des courses. Mais ça devient une exception, ça devient anecdotique.
Ah oui, bien sûr. La voiture, on n'y touche quasiment plus. On prend la voiture quand on va faire des courses, mais pour le reste, on est à... Mais ici, à Noël, on est à a la fait ferme. un marché de Noël et c'était la sortie. Alors, c'est pas que, oui, super, on va enfin pouvoir sortir. Non, on est content de le faire, mais on est content de rentrer dans notre petit village. C'est le calme, hein. C'est le fait d'être dans un petit village comme ça. C'est ça qui est aussi bien. NJ est plutôt une fille de la ville à la base. Moi, je suis né dans un petit village. Et c'est vrai que le calme dans un village comme ça, le fait que tout le monde se connaisse, c'est aussi ce retour à l'humain, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Et c'est ça aussi, pour toutes les équipes qui vont venir chez nous, c'est... Les gens débarquent chez nous, ils nous disent, quand ils viennent, ils rentrent dans la ferme, ils disent « Waouh, c'est quoi ce truc? Comment vous avez fait pour... » Enfin, les gens qui m'ont connu avant, notamment des collègues qui sont venus à la ferme et qui me voient maintenant plutôt être... allez, quand je ne coach pas, je m'occupe des chevaux avec NJ et ils me disent « Non, mais troquer la grosse berline pour un tracteur... Et en fin de compte, je dis « Ouais, c'est rigolo parce que j'en rêvais depuis que j'étais tout petit. » Et t'es un tracteur maintenant, alors. Et, Ah non, mais attends, c'est... et le vrai, hein, un grand... C'est une plaine de jus à la maison. Hein. Il fait des donuts dans le champ, il fait... Un gros tracteur, des chargeurs, on gère 75 chevaux, c'est monstrueux, hein, c'est des centaines de tonnes de paille par an, des centaines de tonnes de foin, de préfané, c'est... Mais on vient justement à ça, donc ce qui m'intéresse, deux chapitres encore que j'aimerais bien aborder avec vous. L'adaptation une fois que vous y êtes, comment ça s'est fait, comment vous avez appris, quels sont ce que vous faites encore maintenant, hein, vous êtes encore dans l'adaptation, j'imagine, c'est pas encore stabilisé. Et le dernier point après, ce sera, c'est quoi dans les 2 ans qui viennent, encore ce que vous voulez mettre en place? Moi, l'adaptation, j'étais quand même, comme on avait une petite écurie dans une ferme avant, je conduisais déjà le chauffeur dans l'ancienne infrastructure. Donc... Juste le chauffeur. Ouais, c'est un chargeur, c'est les... Oui, pardon. C'est les trucs pour porter la paille, le foin, oui, pour porter le fumier. C'est pas le chien du Cheshire. Hein, le chien du chauffeur. Non, ok, le chauffeur. Ouais. Et c'est un tracteur avec une benne devant, en fait, si tu veux. Et donc, du coup, voilà, au niveau de l'infrastructure, mis à part que on avait 15 chevaux, poneys, et que là, maintenant, on a 75. Voilà, c'est beaucoup plus... Mais je vais dire, tout ça, voilà, très très vite appris à conduire le Manitou et Manitou, c'est un chauffeur en plus grand. Pour ceux qui ne suivent voilà, pas... Ouais, ça va. Et le tracteur, j'ai pas encore conduit. Tracteur, ça va, tracteur? Oui, ça va? Oui, non, le tracteur, je comprends que tu l'aies pas conduit s'il est toujours dessus. Oui, c'est un petit peu ça, en fait. Je ne peux pas y toucher. Mais non, je trouve que... Mais en fait, dans votre cas, c'est pas qu'il y a eu un gros switch, c'est juste que ce que vous faisiez l'évolution. déjà est passé à la vitesse supérieure, quoi. Ouais, c'est quand même... ouais, c'est ça. C'est la même chose, mais en beaucoup plus grand. Et le fait qu'on a la responsabilité de tout. Avant, on était locataire. Oui. Donc, d'une certaine façon, il y avait quand même un certain confort, même si on prenait beaucoup de choses en charge. Mais c'est vrai que, voilà, Oui. on avait nos box, et puis voilà, c'était tout. Il manque une tuile, c'est pas ton problème. Exactement. Ici, on doit tout gérer. Bon, moi, je suis quand même ayant travaillé beaucoup dans les très grosses sociétés, la notion de gestion du changement, c'était un petit peu mon fond de commerce. Voilà, je suis un petit peu spécialisé dans la gestion du changement, dans la gestion des process et autres. Donc voilà, je me suis dit, bon, voilà, ça va être un nouveau chapitre. Moi, je trouve que, d'une certaine façon, on s'est quand même réveillé du jour au lendemain, parce que ça s'est fait d'un jour à l'autre. Hein. C'est ça qui est assez hallucinant. Les mecs sont partis, ils ont dit, voilà les clés. Voilà, les animaux sont dans les box. Exactement. Parce que tu as repris les animaux aussi de la ferme, tu as repris... En fait, on a repris, on a gardé les contrats avec tous les propriétaires qui avaient leur cheval en pension à la ferme. Et on a amené nos poneys, là on les a déjà amenés au mois de juillet. Et fin août, en fait, du jour au lendemain, on a déménagé notre maison le 26 août. Et le 26 août, on est passé d'une maison... dans une petite commune fort sympathique du Brabant wallon. On est passé dans le Namurois, dans une maison qui était totalement différente, et le lendemain, on était responsable de 75 chevaux. Et ça s'est fait
honnêtement, les doigts dans le nez. C'est tellement surprenant, en fait, on s'attendait vraiment à se prendre des baffes. Et en fin de compte, voilà, les choses se sont bien passées, mais je pense de nouveau, la gestion du changement, c'est quelque chose, si on le met bien en place, qu'on communique bien, qu'on discute bien avec les gens. Et alors, effectivement, j'allais venir. Cette congruence, c'est nous. Et c'est ça qui est magique. Et pour revenir à la question de Thierry tout à l'heure, oui, mais il y a un risque avec les sociétés, si elles viennent et tout. Oui, il y a toujours un risque. Il y a un risque que ça claque. Il y a aussi un risque que ça aille beaucoup mieux derrière. C'est-à-dire que les gens retrouvent un sens dans leurs choses, dans leur vie au boulot. Maintenant, effectivement, s'il y a un risque que ça claque, c'est qu'il y a déjà un risque. Et il y a un risque comme ça pour tout. Quand on va voir un coach, quand on va voir un psy, quand on va voir un... Mais quand on vient vous voir, je pense qu'il faut avoir envie d'un aller vers. Il faut avoir envie d'améliorer, de se remettre en question. Il faut pas faire juste occupationnel pour occupationnel. Non. Ça n'a pas de sens. Alors non. il faut louer Walibi et... Mais c'est ce que nous on dit toujours. Au niveau des team building, les sociétés qui n'ont pas de problème en soi. Là, j'ai justement... Ils n'ont pas de questions. C'est ça. Mais des sociétés qui se disent... Tiens, voilà, comme j'ai un de mes anciens collègues qui m'a envoyé un message hier suite à la publication sur le nouveau site internet. Il me dit je vais venir avec mon équipe. Mais ils n'ont pas de problématique. Mais c'est simplement se dire on va faire autre chose que un bowling, un karting, un paintball. On va venir. Pourquoi ? Découvrir. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a toujours cette mise en commun, ce relationnel qui va se faire entre les équipes. Mais il y a aussi le truc de se dire, on va peut-être en sortir une petite pépite. Parce que le gros avantage, effectivement, avec les chevaux, c'est que ça va peut-être un peu tempérer les matadors, mais par contre, ça va élever aussi un petit peu les silencieux qui parlent jamais. Parce qu'en une fois, le cheval va venir les chercher. Et ça va faire que l'équipe va gagner en cohésion. Et c'est ça qui est bien. C'est que ça va un petit peu changer la donne, ça va un petit peu redistribuer les cartes, et ça va resserrer les liens au niveau des équipes. En fait, j'ai vraiment trouvé l'antithèse de ce que vous faites, c'est la sortie karting. Où Exactement. Tu retrouves les commerciaux qui adorent, qui fight à mort. Exactement. Les autres qui vont être à la traîne, qui vont essayer de rouler tranquillou, tu sais, pour pas emmerder le monde et essayer de se mettre bien à gauche quand les gens passent, tu vois, comme d'habitude. Et donc là, on est dans le comme d'habitude et on est dans l'aller vite pour la performance. Et puis on boit des coups. Évidemment, il y a une coupe avec un premier. Évidemment. Et qu'on applaudit. La Ward. C'est l'antithèse. Et chez vous, c'est vraiment non. Ok. On va retrouver la ressource du terreau, le retour à l'intérieur, avec ce détecteur de mensonges, comme tu le dis, qui est le cheval. Et tout le monde est au même niveau. Ah bon, on fait moins les fiers avec une bête de 300 kilos devant nous. Pardon ? On fait moins les fiers avec une bête de 300 oui. kilos. 500 ? On est plutôt entre 500 et 600, mais c'est vrai que même avec un chet, même avec un petit cheval de 250-300 kilos, déjà, on fait moins le malin. Parce qu'on ne sait pas comment ça réagit. Et puis le cheval... Surtout, t'as l'air ridicule quand t'es là-dessus. Oui, ça dépend qui. Oui. Moi, j'ai l'air ridicule. À partir du moment où tu montes sur un cheval et tu peux pédaler avec lui, il y a un truc, moi je dis, c'était pas prévu pour. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, c'est évidemment le gros avantage, c'est que c'est effectivement cette sortie du quotidien. Et du coup, vous les recevez. Parlons un peu de ça. Donc, ils sont pris en main de A à Z. Oui, on gère tout. Vous gérez tout. Est-ce qu'il y a du logement ? Est-ce que c'est plus... On a trouvé des solutions. Nous, on n'a pas de logement sur place, mais on a trouvé des solutions pour vraiment offrir une solution clé en main pour tout le monde, avec aussi bien tout ce qui est catering que logement, avec soit hôtel pour ceux qui veulent, parce que c'est vrai que dans le corporate, parfois c'est hôtel et rien d'autre. Mais maintenant, pour les sociétés qui veulent vraiment faire des mises au vert, on a des possibilités d'avoir avec des gîtes où on a les salles de réunion et tout. Nous, on a carrément une salle de réunion sur site. C'est quelque chose qu'on pense aussi développer à terme en interne pour pouvoir vraiment déconnecter les gens, parce que c'est ça qui est important, c'est que les gens ont très vite cette tendance... Les reconnecter. Pardon ? Reconnecter les gens. Pardon, oui, tout à fait. Et mais c'est déconnecter, reconnecter, mais c'est surtout faire en sorte qu'on est obligé de demander aux gens de couper leur portable. Oui, voilà. Parce que les gens gardent leur portable en poche. Et les reconnecter à l'ici et maintenant. Oui, tout à fait. Et leur dire, mais voilà, regardez ici, vous êtes dans un cadre qui est quand même un petit peu magique,
considérez que vous êtes en vacances. T'as pas une boîte à clés où les gens mettent leur portable le matin et le reprennent le soir? Bah alors avec les adultes, on pensait pas que ça allait être nécessaire, mais on le fait avec les enfants quand ils viennent en stage. Obligé, avec les enfants. On pense qu'avec les enfants, on est obligé. On est obligé parce que sinon les gosses ils passent leur vie sur Instagram et on fait des photos avec les poneys et tout. Les adultes c'est pas la même chose, mais c'est ah oui mais j'ai un client qui m'appelle, c'est vraiment important. Le client, si t'a appelé maintenant, il te laissera un message, tu rappelleras dans 2 heures. Ou ne vient pas parce que t'es pas disponible. Oui, mais voilà, ça c'est le truc, effectivement, au niveau de ce type d'organisation, il faut que, d'une certaine manière, il faut que les gens viennent sur une base volontaire. Il faut pas qu'ils se sentent obligés, tu dois aller à cette... Ouais, mais t'as eu comme moi des personnes qui sont tout à fait volontaires, mais qui ont l'habitude de déconnecter de là où ils sont toutes les 10 minutes. Tout à fait. Est-ce que c'est pas juste un échappatoire, tu sais, surtout quand c'est sur des choses très intimes comme ça, de se dire, j'ai mon client qui m'appelle, j'évite un call, et ça leur permet de retourner un peu... Je suis là, mais je ne suis pas là. Tout à fait. Moi j'ai connu ça dans certaines activités qui n'étaient pas les nôtres, mais où effectivement la proximité et l'émotionnel risquait de rentrer. Il y avait des gens qui systématiquement n'étaient pas là. Parce qu'ils voulaient garder cette façade le contrôle, la façade, les distances avec les employés et autres. Contrôle, ouais. Évidemment, parce qu'on n'a jamais le contrôle. Celui qui pense qu'il a le contrôle... Mais c'est au moment où tu là, il faut vraiment qu'il vienne chez nous. On va lui expliquer ce que c'est de ne pas avoir le contrôle. Mais non, c'est justement ça. Et il faut vraiment que les gens apprennent à faire ça. Et les gens ne se rendent pas compte de nouveau. Hein, je reviens chaque fois avec l'humain et la confiance. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et les gens nous demandent souvent, mais comment j'étais commercial, j'ai toujours été, je pense, un très mauvais vendeur. Et j'étais directeur des ventes inter, mais j'étais un très mauvais vendeur. Mais je vendais comme une bête. Pourquoi ? Tu te faisais acheter, c'est différent. Parce que les gens, ils venaient chez moi et ils achetaient. Je ne vendais pas. En fait, je crée ce sentiment de confiance parce que je travaille sans filtre. On peut me poser n'importe quelle question. Ce que je dis souvent, je l'ai encore posté il n'y a pas tellement longtemps sur les réseaux sociaux, il ne faut pas me demander mon avis si on n'a pas envie d'entendre la réponse. C'est pour ça que vous entendez bien avec Thierry. Je pense qu'avec Thierry, oui, c'est justement pour ça. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je travaille sans filtre, donc c'est vrai que quand les gens me posent des questions, parfois ils sont surpris des réponses, mais voilà, c'est comme ça. Et je pense que si on n'a pas cette honnêteté intellectuelle vis-à-vis des gens et ce contact franc qui probablement... De nouveau, le côté nature, un peu, comme on dit parfois que les fermiers sont un peu durs et tout. Moi, je ne me considère pas comme fermier. J'ai acheté avec mon épouse une ferme. On est maintenant dans le monde, je dirais, de la gestion des chevaux. C'est pas une ferme, on n'est pas agriculteur. C'est un centre équestre. C'est un centre équestre. Mais voilà, on vit la vie d'une certaine façon de fermier au quotidien avec tout ce qui est le coaching en complément. Mais c'est vrai que ce côté, il faut être franc. Moi, je trouve qu'il a été quand même fortement dilué dans le côté corporate. On le voit même maintenant, moi je vois ça sur les réseaux sociaux. Les seules personnes qui disent réellement ce qu'elles pensent sur les réseaux sociaux sont généralement des indépendants. Ah ben le novlangue, ça existe, hein. Ça existe. Votre site web pour vous contacter, pour vivre l'expérience, on peut vivre ça en solo, vous l'avez expliqué, mais également en équipe. Oui. Alors Equilink, là c'est vraiment le site web qui est dédié à tout ce qui est professionnel et les équipes. Mais maintenant, effectivement, on peut faire de l'individuel. Moi, je coach actuellement des indépendants ou des managers qui sont des gens qui viennent en coaching pour de l'individuel. C'est-à-dire vraiment une remise en question de leur qualité profonde de leader, c'est-à-dire vraiment est-ce que je suis le leader que j'aurais voulu avoir ? C'est souvent ça la chose, hein, c'est de se dire est-ce que je suis le patron que je rêverais d'avoir ? Et bien que la notion de patron et de leader soit foncièrement différente, mais on a pas mal de gens qui viennent maintenant et qui nous disent voilà, moi j'aimerais bien être différent, ne plus être dans le moule. J'aimerais bien en fait être moi-même, mais que ça se passe quand même encore bien avec les clients. Et c'est là qu'ils se rendent compte que généralement, quand on est soi-même, en fait, ça se passe beaucoup mieux avec les clients. Parce qu'il n'y a plus cette... je ne sais jamais trop ce qu'ils pensent parce que j'ai l'impression qu'ils jouent un rôle. Voilà, moi, je joue un rôle, je ne sais pas ce que c'est, j'aime pas ça. Je suis un très piètre acteur. Vos projets pour les 2 années qui viennent encore, les projections, au-delà de développer ce que vous faites, hein, ce qui est déjà énorme.
Travaux. Là, on a beaucoup de travaux pour les 2 ans à venir. Et 10 ans à venir. Mais, travaux genre jacuzzi-piscine ou genre... Non, on va déjà restructurer un peu la ferme comme nous, on voudrait l'avoir évolué. On a des gros travaux dans notre maison, ça c'est pour 2024. Votre maison est dans le corps de ferme, j'imagine? Oui. Enfin, il y a plusieurs bâtiments, notre maison est à l'écart, il y a 10 mètres en fait. C'est ça. Donc tout est mélangé et donc non, clairement il faut qu'on avance là-dedans dans les travaux pour pouvoir justement accueillir les sociétés dans des conditions qui sont optimales. Et puis effectivement il y a tout le développement du côté équestre où là on a plein d'idées pour vraiment faire un centre. C'est même pas un centre de référence, c'est vraiment un centre où les gens se sentent bien. Nous, c'est ce qui compte. C'est quand les gens viennent chez nous et qu'ils nous disent « Qu'est-ce qu'on est bien chez vous, qu'est-ce qu'on est calme, c'est gai de venir chez vous. » Les enfants arrivent, ils ont la banane, on les voit évoluer. On a des enfants qui vont de chez nous depuis 5, 6, 7 ans. Et c'est magique de voir les enfants évoluer. Et on se dit, si les enfants travaillent beaucoup plus, moi je resterai un enfant toute ma vie, qui travaillent beaucoup plus sans filtre, que les adultes qui sont toujours un petit peu qu'est-ce que je peux dire, pas dire et autres, ce qu'on voudrait, c'est de se dire, mais voilà, venez ici, regardez l'effet qu'ont les chevaux sur vos enfants. Nous, on vous promet la même chose d'une certaine façon pour vous, adultes, pour que vous vous sentiez mieux dans vos pompes et que vous soyez mieux. Et c'est ça le plus important, in fine, c'est de se sentir bien. Et maintenant, si on peut effectivement travailler, moi j'aimerais... là, on a des réunions dans le courant du mois de janvier avec une association qui travaille sur le burn-out, pour le prévenir, pour le soigner. Donc, oui, moi, c'est clair que des projets sensés. Moi, par rapport à ça, puisque je suis le seul des 4 du groupe à avoir été touché par le burn-out, moi, c'est clair que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, tout autant qu'aider les HP à mieux s'assumer et à mieux vivre leur... J'aime pas parler de différence, parce que un HP n'est pas différent, ça reste un humain, mais de leur permettre d'appréhender leur manière de réfléchir qui est foncièrement différente et qui s'assume, parce que c'est une richesse. Comme pour tout, l'hypersensibilité, ce genre de choses, ça sont vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels j'ai vraiment envie de bosser. On arrive au terme de notre émission. C'est passionnante. On va vous réinviter certainement pour voir la suite de vos aventures, et peut-être aussi avec d'autres membres de vos équipes. J'aimerais bien, pour clôturer, comme on le fait régulièrement, que vous nous citiez, nous donniez trois bouquins ou chaînes YouTube, personnes qui vous inspirent, qui vous ont inspiré, qui vous guident, ou en tout cas qui vous nourrissent. Oula. C'est le moment échange de bons procédés, tu vois. Donc, si vous pouvez donner des références aux gens qui écoutent, pour nos auditeurs, de trucs où ils se disent ça il faut voir ou aller écouter. Oui, ça c'est moi ça c'est compliqué. Moi, j'ai rien de particulier. J'ai des livres qui m'ont vraiment marqué, que j'ai lus justement à la sortie de mon burn-out, enfin j'étais encore dedans à la sortie, qui m'ont permis de comprendre comment fonctionnait mon cerveau. J'ai lu pas mal de livres, surtout un de Katia Sonheim, qui est une psychologue belge, qui est une spécialiste dans tout ce qui est HP hypersensibilité. Donc ça, c'est Mon cerveau est hyper. J'ai trouvé ça un très très bon livre. C'est le nom du livre ? Mon cerveau est hyper. Alors on met les liens. Mais Cathy a écrit plusieurs livres sur les hyper, et surtout aussi au niveau des enfants, pour les parents qui ont des enfants HP, où là, honnêtement, c'est super chaud, surtout si les parents ne le sont pas. Il y a un autre livre que j'ai lu aussi, parce que bon, j'ai plein d'autres activités dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'était pas le but, mais je me suis découvert aussi un côté un peu ce qu'on appelle maintenant les multipotentiels. Donc là, j'ai lu un livre de Frédéric Génicaud, qui est aussi un livre très très intéressant pour mieux comprendre que c'est pas grave d'être multipotentiel, c'est pas une maladie, c'est pas une tare, et on peut faire différents boulots. Il faut juste être cohérent par rapport à la manière dont on gère ça avec les clients. Mais c'est vrai que moi, j'ai d'autres activités en dehors de la ferme encore, avec d'autres associés.
Mais je dirais que oui, moi, toutes les lectures, ce sont des lectures qui ont attrait à l'humain, la confiance en soi, le côté hyper des cerveaux, la manière de fonctionner et les échanges. Oui, moi, ma vie, c'est que ça. C'est des échanges. On en vient à nos 3 questions finales. Je pose la première, tu poseras la suivante, Thierry. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser à l'humanité après votre passage ? Toujours la petite question piège. Beaucoup de choses pour moi. Je pense qu'il y avait, si je devais choisir une chose, ce serait bienveillance. Et au moment où je le dis, je me dis, qu'est-ce que ça fait cucu. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose, malgré le fait que je sois un excité de première, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Je suis né avec ça. J'ai toujours été quelqu'un de profondément gentil avec les gens. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens, bon, je ne vais pas faire une généralité, mais la notion de gentillesse, de bienveillance est devenue une faiblesse. Et moi, c'est ce que je voudrais dire, c'est que la bienveillance, la gentillesse sont des notions qu'on ne chérit pas assez dans les sociétés. Et que si les gens étaient plus gentils au quotidien, les sociétés seraient nettement plus efficientes. Nettement plus. Ça, c'est quelque chose que je voudrais laisser d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qu'on cultive à la ferme. La joie de vivre. La joie de vivre, en fait. Le fait d'être bien ensemble. Et de faire des trucs, pas parce que c'est hype. C'est pas faire de l'équi-coaching parce que c'est dans l'air du temps. C'est pas faire du coaching parce que c'est dans l'air du temps. C'est faire des choses parce qu'elles apportent un plus aux gens. Et cette gentillesse, cette bienveillance, ce fait de faire en sorte que les gens autour de nous se sentent bien, et ça, on s'est extrêmement bien trouvé, parce que c'est tous les deux, d'une certaine façon, notre mission de vie, c'est de faire en sorte que tout roule. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on voudrait laisser. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je voudrais laisser, c'est « Et les gars, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ça roule. » Même chose pour moi. Je suis tout à fait d'accord. Mais la gentillesse, la joie de vivre, comme je le disais, être soi-même et profiter de la vie. Je pense que c'est super important. Ok, donc la deuxième question, la même chose, mais qu'est-ce que vous avez envie de laisser à votre famille ? Ouais, celle-là, je te la laisse en premier. Merci, c'est gentil. Allez, la patate chaude. Famille, ben, je dirais aussi notre... ma façon d'être, notre façon de voir les choses, la bienveillance aussi, qui soit cool avec tout le monde et qui profite de la vie, sans se prendre la tête, sans se dire je dois atteindre ça, ça ou ça, non. Qui vivent leur rêve, leur bonheur et c'est le principal pour moi. Moi, je pense que si j'avais plutôt un espèce de pseudo-conseil à leur laisser, c'est de faire exactement ce qu'ils ont envie de faire, sans se tracasser de ce que les autres pensent. Là, maintenant, moi, j'ai entendu j'ai eu aucun commentaire méchant sur ce qu'on a changé. C'était plutôt complètement fou. Les gens qui me connaissaient, moi, de mon ancienne vie, dire non, attends, passer de directeur des ventes inter à fermier. Non, mais il lui passait quoi par la tête? Et en fait, je m'en fous. Parce que les gens, après, quand on discute avec eux, ils se disent on vous envie, en fait. On n'a rien compris à la vie. En fait, on vous envie parce que vous avez eu Le courage. le courage de dire Le courage. on plante
tout et on change. C'est le courage qu'il faut, qui manque à beaucoup de personnes. Hein. Et c'est vrai que, alors oui, La thune aussi. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que là, pour le coup, on a eu de la chance, effectivement. J'ai eu une belle carrière de directeur des ventes, ce qui nous a permis d'eux. Mais nonobstant, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le courage, mais le courage, tu ne dois pas en avoir si tu es aligné. Le jour où tu as compris, tu parlais d'ikigai tout à l'heure, ou le fameux why de Simon Sinek, le jour où tu sais, quels que soient les obstacles, parce que là, on s'est fait la version courte, hein. 2023, ça a été une année assommante. Le mot est faible. C'était une année pas horrible, parce qu'on a vécu l'avènement du projet, mais nonobstant, ça a été très compliqué. Mais tout est passé parce qu'on était alignés. Les discussions avec les banques se sont faites de manière où c'est nous, d'une certaine façon, qui exigeons les choses. Parce qu'on était tellement alignés dans notre truc, quand ils nous posaient les questions, non mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Nous, on vous dit que c'est comme ça que ça va se passer et on va le faire comme ça, comme ça, comme ça. Ah ok, bon ben... Et vous êtes sûr que ça va fonctionner? Voilà, ça c'est le business plan, on l'a monté avec le truc, ça va passer comme ça va passer comme ça. Et tout le monde, parce qu'on était voir plusieurs banques, et tout le monde a suivi le projet en disant « projet de dingue ». Alors que chez les banques, s'il y a équestre dans l'intitulé du projet, oui, c'est compliqué. le projet reste là, fermé sur le bord du bureau. Donc c'est passé. Donc ici, par rapport à ça, moi je pense que ce que je voudrais, et ensemble, on a 3 enfants qui ont 3 modes de vie totalement différents. Et on s'en fout, en fait. On est content pour eux. T'es content avec ce que tu fais? Eh ben, nous, on est content. Mon fils est militaire, il est chez les commandos à Marchand-Famenne. Ma fille vient de terminer les mêmes études que moi en marketing. Là, elle va partir 6 mois en Nouvelle-Zélande après la fin de ses études. Après, qu'est-ce qu'elle fera? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'elle fera quelque chose qu'elle aime. Mon fils, il kiffe sa vie de militaire. Ma fille, on verra. Et la petite dernière, qui travaille avec nous, en IFA PME, qui est stagiaire chez nous, elle vit son rêve éveillé. Elle habite dans la ferme, avec ses chevaux, avec des chevaux. Elle gère des chevaux toute la journée, des cavaliers. Tous ses amis sont des cavaliers. Bon, voilà. Donc je pense que ça, c'est ce qu'on aimerait bien laisser aux enfants. C'est... de ne pas faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, que tous les matins ils se lèvent, ils se disent « je dois aller au boulot ». Ben ouais, ça je pense que c'est le pire qu'on puisse vivre dans la vie. Pour moi, il y a 2 choses qui sont le pire dans la vie, c'est de se lever tous les matins en se disant « je vais encore devoir la supporter une journée », c'est de ne pas être avec la bonne personne. Balos, hein. Moi j'ai la chance d'avoir rencontré en deuxième intention, parce que j'ai eu des enfants avant, d'une certaine façon, mon alter ego, mon âme sœur, c'est une chance. Et maintenant, bah oui, un petit peu sur le tard de nouveau, de vivre une vie où je me dis, qu'est-ce qu'on est bien. Même si c'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on est bien. Ça, j'aimerais bien que mes enfants choisissent la bonne personne, c'est pas toujours facile, et vivent la vie qu'ils ont envie. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien leur laisser comme cadeau immatériel. Et Dieu dans tout ça? Bon, il a mis Edgy sur ma route, donc je pense que, même si je suis pas spécialement croyant, ou pas du tout, mais je pense que chacun a son propre Dieu. Il doit réfléchir en âme et conscience de ce qu'il a envie de faire. Et Le karma, ouais, le karma, sens dans les choses. Ouais, le karma, je pense que, voilà, je fais pas spécialement le bien pour avoir du bien en retour, mais je pense que si on a la chance aujourd'hui d'être là où on est et de faire ce qu'on aime, peut-être que d'une certaine façon, c'est le karma qui nous remercie, en positif, peut-être, je ne sais pas.
Et la petite étoile quelque part qui a fait que, qui nous a aidés. Le guide. Exactement. Eh bien, merci à vous. C'est marrant, hein, tout le monde a sa propre définition Ouais. de Dieu. Mmh. C'est rigolo. Et ça part toujours d'abord de Dieu comme on le connaît, et puis ça part toujours dans des trucs... Comme on le connaît, c'est intéressant. c'est comme on te l'a appris, quoi. Merci à vous. Merci à vous, c'était fantastique. On ne manquera pas de vous suivre. On vous souhaite de poursuivre votre bonne étoile. Et on se dit à très bientôt. Merci à vous. Merci À bientôt. beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.